détenus. Dans cette directive, Bush ne cesse de se couvrir, en rappelant 3 fois que ses décisions sont basées sur les conclusions légales du département de la justice. Puis il introduit une nouvelle notion qui permettra tous les abus, celle de combattants illégaux. Pour endormir les récalcitrants comme Colin Powell, les hommes de Bush ont ajouté une phrase dont l'ambiguïté a été savamment calculée. Les forces armées des États-Unis continueront à traiter les prisonniers humainement dans la mesure où la nécessité militaire le permettra, en accord avec les principes de Genève. Lorsque le mémo a été publié le 7 février et que nous avons pu le lire, je me suis dit, comme le secrétaire Powell, le sous-secrétaire, William Taft et les autres membres du personnel, que c'était un bon compromis. Le texte disait, selon la nécessité militaire, pour un militaire comme moi, cela signifiait que si je dois faire quelque chose de grave à un suspect terroriste afin de sauver la vie de mes camarades, je pourrais le faire, et que je ne serais probablement pas poursuivi en justice. Cela ne voulait pas dire que je peux, comme cela s'est passé à Bagram, suspendre quelqu'un accroché par une chaleur démente pendant 50 jours jusqu'à ce qu'il meure. En d'autres termes, Colin Powell et le département d'État ont été bernés, ou au minimum anesthésiés par les promesses de Donald Rumsfeld qui, le lendemain de la directive présidentielle, affirme que la décision de ne pas appliquer les conventions de Genève ne changera rien au sort des prisonniers. Le double langage, l'ombre et la lumière. What will be the impact of these decisions on the circumstances of the Taliban and Al-Qaeda detainees? And the answer in a word is none. They will continue to receive 3 appropriate meals a day, medical care, clothing, showers, visits from chaplains, Muslim chaplains as appropriate, and the opportunity to worship freely. It turned out that Ensuite, nous n'avons plus jamais participé à aucune des discussions qui ont suivi concernant la légalité des décisions prises. Un certain nombre d'avis juridiques ont été émis sans que nous ayons été consultés. Donald Rumsfeld n'avait pas confiance, ni l'envie, ni le désir de travailler avec le département d'État. Pour être franc, je pense qu'il était très jaloux de la célébrité de Colin Powell, tout comme l'était Dick Cheney. Est-ce que le département d'État a été mis sur la touche? Yes. Oui, nous avons été exclus de toutes les discussions postérieures à février 2002. Sur le terrain en tout cas, les gants tombent définitivement. Le 28 mars 2002, Abu Zubaydah, un lieutenant de Ben Laden, chargé du recrutement, est arrêté au Pakistan. La CIA le transfère dans un black site, une prison secrète en Thaïlande, pour l'interroger. Zubaydah fait partie des Ghost Detainees, des prisonniers fantômes, détenus par la CIA dans le cadre d'un programme éminemment secret baptisé Extraordinary Rendition. Son existence a été dévoilée récemment. Next a hearing on the policy known as Extraordinary Rendition. Well, thank you. L'une des initiatives qui a suscité beaucoup d'inquiétudes, et tout particulièrement en Europe, c'est la pratique de l'administration Bush dite des restitutions extraordinaires. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce concept, il s'agit de la procédure par laquelle des fonctionnaires du gouvernement des États-Unis capturent des individus suspectés d'entretenir des liens avec Al-Qaïda ou d'autres organisations terroristes pour les transférer vers des pays tiers, tels que la Syrie ou l'Égypte, où, d'après des rapports, ils ont subi des actes de cruauté ou de torture. Certains médias ont appelé cette procédure le programme de torture par procuration. Dr Scheuer, est-ce que je prononce bien votre nom? Scheuer. Il a travaillé au sein de la CIA de 1982 à 2004 et il a passé 19 de ces années à diriger des actions clandestines. Dr Scheuer.
Monsieur le Président, le programme des renditions de la CIA a vu le jour à la fin de l'été 1995. Je l'ai créé puis je l'ai dirigé contre des chefs d'Al-Qaïda et d'autres islamistes sunnis d'août 95 à juin 99. La CIA a averti le président que le département d'État américain avait identifié les pays où les combattants capturés étaient livrés comme des pays qui violent les droits de l'homme. Beaucoup de gens croient que le programme des renditions a vu le jour sous M. Bush en 2001, mais en fait il a débuté en août 1995 sous M. Clinton, et sous M. Clinton, tous ceux qui se faisaient capturer étaient envoyés dans un pays tiers et n'étaient pas détenus par les Américains. Après le 11 septembre et sous le président Bush, les membres d'Al-Qaïda capturés ont été placés sous le contrôle des États-Unis. Les objectifs du programme demeurent les mêmes, à une différence près. M. Bush a demandé que ce soit des agents américains qui interrogent les combattants détenus d'Al-Qaïda. Lorsque vous avez capturé des individus en Europe ou ailleurs qu'en Afghanistan ou qu'en Irak et que vous les avez emprisonnés ou transférés vers un pays tiers, aviez-vous l'autorisation légale pour le faire? Monsieur, un petit bureaucrate comme moi ne peut pas envoyer un prisonnier dans un autre pays sans le consentement du pouvoir exécutif. À la CIA, on ne peut pas aller aux toilettes sans l'autorisation d'un avocat. Chaque opération du programme des renditions est examinée par des juristes qui représentent la CIA, le ministère de la Justice et la Maison-Blanche. Aucune opération n'est entreprise sans que les avocats n'aient donné leur consentement et aucune méthode d'interrogatoire n'est utilisée avant que les juristes ne l'approuvent. Apparemment, tout a commencé avec la détention de M. Zubaydah. Et c'est là que la CIA a demandé une directive officielle. Tout à fait. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Le sort d'Abu Zubaydah a été évoqué personnellement par le président Bush en septembre 2006, au moment où il a annoncé son transfert vers la prison de Guantanamo après 4 ans d'emprisonnement secret. Il en a profité pour justifier les méthodes d'interrogatoire utilisées par la CIA contre le prisonnier fantôme. We knew that Zubaydah had more information that could save innocent lives. But he stopped talking. As his questioning proceeded, it became clear that he had received training on how to resist interrogation. And so the CIA used an alternative set of procedures. I cannot describe the specific methods used. I think you understand why. If I did, it would help the terrorists learn how to resist questioning and to keep information from us that we need to prevent new attacks on our country. But I can say the procedures were tough, and they were safe, and lawful, and necessary. On sait aujourd'hui qu'Abu Zubaydah a subi le supplice dit de la baignoire, en anglais waterboarding, et qu'il fut le premier d'une liste dont on ne connaît pas encore tous les noms. Est-ce que vous considérez la technique de la baignoire comme de la torture? Pas du tout. Elle a été autorisée par le président et par la communauté juridique américaine. S'il s'agissait de torture, ce serait interdit par la loi et nous ne le ferions pas. C'est un pur non-sens. Le waterboarding est considéré comme de la torture depuis l'Inquisition. C'est de la torture. En tant que citoyen et soldat, je suis horrifié par le bricolage des juristes. C'est de la torture, clairement de la torture. Le waterboarding est-il de la torture? Avant le 11 septembre, cette question eût été inconcevable aux États-Unis. Elle a pourtant été ouvertement débattue au moment de la nomination de Michael McKessie à la tête du département de la justice fin 2007. Le waterboarding est-il constitutionnel? Je ne sais pas ce que recouvre cette technique. Si le waterboarding est de la torture est anticonstitutionnelle. Vous ne savez pas si c'est de la torture. C'est de la torture ou ça n'en est pas? Vous devriez avoir un avis. Le waterboarding est une technique qui consiste à coucher quelqu'un par la force, à recouvrir son visage d'un tissu, puis à mettre de l'eau sur le tissu.
pour simuler une noyade. Est-ce que c'est constitutionnel? Si cela atteint le niveau de la torture, c'est anticonstitutionnel. Votre réponse est très décevante. Elle est purement sémantique. Désolé. Après le 11 septembre, la CIA n'a pas voulu se contenter d'un simple OK verbal pour éviter les débandades du genre « on n'a jamais dit cela ». L'agence a insisté pour que ses officiers soient protégés par un papier stipulant ce que nous étions censés faire, ce que nous étions autorisés à faire et ce que nous n'étions pas autorisés à faire. La CIA a exigé tout cela. C'était une protection pour vos agents. Oui, pour nos officiers. Nous voulions éviter ce qui se produit toujours avec les politiciens, c'est-à-dire de jeter le blâme sur quelqu'un d'autre. Une fois le papier signé, tout le monde est dans le même bateau. Le papier dont parle Michael Scheuer est un mémorandum secret de l'OLC daté du 1er août 2002 et signé officiellement par Jay Bybee, le chef de John Yoo. Surnommé le mémo de la torture, ce texte s'emploie à contourner l'interdiction absolue de torturer, entérinée par la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, puis par la Convention contre la torture, approuvée par les Nations Unies en 1984 et ratifiée par les États-Unis 10 ans plus tard. Qui a vraiment écrit le mémo de l'OLC? Mystère. Diverses sources assurent que c'est John Yoo avec l'aide de David Addington. La seule chose qui est sûre, c'est que le mémo de la torture était adressé à Alberto González et donc à la Maison-Blanche. D'après un article paru dans le Washington Post, la CIA vous a demandé un avis juridique concernant le seuil de douleur qu'un agent des renseignements pouvait infliger à un détenu sans violer la loi de 1994 prohibant la torture. L'article du Post stipule que vous avez présidé plusieurs réunions où diverses techniques d'interrogatoire ont été abordées. Ces techniques incluaient la menace de se faire enterrer vivant ou de subir le supplice de la baignoire. Est-ce que la CIA vous l'a demandé? Je ne me souviens pas exactement si c'est moi qui ai demandé ce mémo, si c'était une demande de la CIA ou si la CIA s'est adressée à moi. Je ne m'en souviens plus, sénateur. Vous n'avez aucune note, aucune information, aucun résumé qui nous éclairait sur une question aussi importante et aussi lourde de conséquences? Je suis certain que nous avons eu des discussions à ce sujet. Au bout du compte, le mémo a été accepté parce qu'il s'agissait de la position et de la décision finale de l'OLC. L'astuce du mémo de l'OLC consiste à redéfinir la torture en plaçant la barre si haute que rares